La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bon, et ben c'est parti. Alors, nous y voilà. Salut Léa, ça va ? Salut Mathieu, ça va et toi ? Très bien, très bien. Alors, c'est assez drôle parce que quand je parlais tout à l'heure avec Augustin Despires et il essayait de me décrire ce que tu faisais, il me disait assez simple. En fait, imagine, tu as une sorte de pain d'énergie ou de, je sais pas, de bloc qui récupère la chaleur du soleil. Qui en crée... Des fours à pizza, on appelle ça. D'accord, très bien. Four à pizza qui se chauffe avec la chaleur du soleil, qui stocke tout ça. Et puis quand les entreprises environnantes ont besoin d'énergie au moment où l'électricité notamment est chère, sur le grid, je sais pas si on parle comme ça en français, eh bien ça va lui lâcher l'énergie au moment où il en a besoin et le stocker quand il en a pas besoin. C'est à peu près ça. D'accord. Nous, ce qu'on adresse chez Epir, c'est la chaleur industrielle. Donc, c'est les usines. La chaleur industrielle, juste pour donner un peu l'ordre de grandeur, c'est à peu près 20% de la consommation énergétique en Europe. Et toutes les usines ont besoin, d'une façon ou d'une autre, de chaleur pour transformer leurs choses, que ce soit pour cuire, pour sécher ou pour distiller les choses. Et notre système, ce qu'on vient faire, c'est donner une alternative aux énergies fossiles pour produire cette chaleur. Généralement, cette chaleur, elle est produite avec des chaudières à gaz, un peu comme celles qu'on peut avoir à la maison, mais en version beaucoup plus grande. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est électrifier cette chaleur industrielle dans une solution qui vient transformer l'électricité en chaleur au moment où c'est au partant. Et donc, notamment quand les renouvelables produisent, qu'il y a beaucoup de soleil, qu'il y a un peu moins de demande sur les marchés et qu'en fait, c'est assez concomitant avec le fait que les prix de l'énergie s'effondrent. Cette chaleur-là, on va venir la stocker dans des unités de stockage qui sont justement faites à partir de briques. Un peu les mêmes qu'on peut avoir dans des fours, en fait. Okay. Et qui vont monter en température, qui vont maintenir cette chaleur de telle façon à ce qu'on puisse la délivrer sous forme de chaleur haute température à l'industriel quand il en a besoin. Attends, ce que tu dis, donc la manière dont tu les chauffes, ces briques, ça peut être aussi par déjà de l'électricité ou c'est toujours par d'autres moyens ? En fait, on va avoir des résistances électriques, Ok. comme celle d'un grille-pain, qui vont du coup chauffer de l'air, qui va être poussé via un ventilateur, et cet air va venir lécher nos solutions de briques réfractaires, qui va les faire monter en température. Ok, et donc l'énergie utilisée pour les chauffer vient possiblement d'énergie renouvelable ? Oui. Ou D'électricité alors celle quand on regarde les modèles, on peut avoir deux types de modèles en fait. On peut être soit directement connecté à de la production renouvelable, des panneaux photovoltaïques et autres, qui sont juste à côté par exemple, soit, et ça va être plutôt les cas en France où c'est assez dense, où c'est assez difficile en termes de foncier de trouver la place pour tout, être connecté au réseau électrique, mais tout en garantissant que du coup en allant sur les marchés électriques, et généralement les prix où les prix de l'électricité sont peu chers, c'est les prix où on a beaucoup de renouvelables, parce qu'on a de plus en plus de mismatch entre l'offre et la demande sur le système électrique. Ok, alors ça, il faut que tu m'expliques. J'aurais pu penser bêtement que la nuit était moins chère parce que peut-être qu'on consommait moins, notamment dans ces usines, et que les gens dorment. Ouais. Mais la nuit, si je comprends bien, c'est quand même pas là où les panneaux solaires produisent. Donc en fait, j'ai tout faux quand je me dis ça. Non, t'as pas tout faux. Historiquement, c'était complètement le cas. C'est sympa, parce que j'ai tout faux, mais c'était aujourd'hui. C'est encore un peu le cas, notamment. Mais par contre, la nuit, il y a quand même toujours du vent, de l'éolien. Il y a d'autres types de renouvelables qui peuvent aussi être un peu en surplus. Et aujourd'hui, et depuis, c'est assez nouveau, depuis 3-4 ans, on peut voir en France, en Californie, on le voit depuis longtemps, mais ça dépend de la pénétration renouvelable. Ce qu'on voit apparaître, c'est, vu la pénétration de l'énergie solaire, les moments qui sont plutôt ce qu'on appelle off-peak dans le système électrique, c'est-à-dire qui sont des moments où il y a un peu plus d'offres que de demandes, c'est notamment au moment où il y a de la production solaire. Et en particulier de printemps, été et automne. Et donc, c'est des moments où, typiquement, les prix de l'électricité, quand on regarde aujourd'hui
en plein été ou au mois de juin, on va avoir des prix assez élevés à 8h du matin, des prix assez élevés à 7-8h du soir, et les prix vont commencer à s'effondrer entre 10-11h et vont commencer à remonter vers 16h. Et alors, si tu prends une loi d'offre et de demande, autant quand tu crées de l'énergie avec, alors même peut-être du nucléaire, mais au moins du gaz et du pétrole, du fuel, Ouais. je sais pas, tu peux un peu ralentir ta production d'électricité, la réaugmenter. Quand tu fais de l'énergie avec du soleil ou de l'éolien, Tu peux pas. ou tu peux peut-être arrêter tes éoliennes, je sais pas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça a qu'on un les coût de arrête. Mais pourquoi ça a un coût de les faire tourner? Bah, Ça les abîme peut-être? ça a pas un coût, une perte d'opportunité, quoi. Ouais. C'est un coût d'opportunité. C'est-à-dire donc- qu'on arrête une éolienne qui aurait pu produire à un coût nul parce que le capex est le même. Ben c'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, hein. Aujourd'hui, si on a pris cette année, en France, on a curtailé au moins 15% de la production solaire. Curtailé, ça veut dire que tu l'as C'est juste tu que l'as perdu. c'est Elle est l'énergie produite, du soleil dont on n'a pas transformé en électricité. Donc voilà, donc c'est là où je voulais en venir. C'est que sur ces moments, finalement, si tu es capable de stocker, Bah, tu pourrais, enfin, le prix potentiellement il drop tout proche de zéro en fait. Si il t'es est même négatif actuellement. C'est-à-dire Ah, c'est ce que qu'aujourd'hui, je le me système demandais. électrique paye pour qu'on trouve des acteurs qui consomment à ces heures-là. Et pourquoi? Parce que ça a un coût d'en avoir trop. Il y a une forme d'encombrement du système ou pourquoi ils te paieraient? Est-ce qu'ils ont un intérêt eux? Alors pour plein de mécanismes, qui est quand même un peu d'inertie. Pas forcément que sur les centrales solaires. Alors les centrales solaires, il y a l'inertie déjà IT de pouvoir leur dire bah maintenant t'arrêtes de produire d'une minute à l'autre. T'as l'inertie aussi des autres centrales qui tournent, du nucléaire. Le charbon allemand, par exemple, une centrale à charbon, ça ressemble à un barbecue. Un barbecue, on n'arrête pas tout de suite celui à charbon. Et donc en fait, si on commence à avoir de la volatilité, on peut pas lui dire ah bah maintenant t'arrêtes de produire. Et donc typiquement, lui va continuer à produire et il préfère te payer pour produire pendant 2 heures que de devoir tout arrêter sa centrale. Et donc du coup, les systèmes étant interconnectés, bah on a un problème. Et fondamentalement, le sujet qui est important sur l'électricité, c'est que l'électricité, ça ne se stocke pas jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, c'est difficile à stocker. Et donc, il faut qu'à tout moment, l'offre égale à la demande. Et oui, et puis j'imagine, je sais pas si ça se passe comme ça, mais il pourrait avoir un intérêt à donc te donner de l'argent pour stocker. Ouais. Et finalement, le revendre plus cher plus tard. C'est-à-dire que s'il te donne, mais mettons, je sais pas moi, ça coûte combien? C'est quoi? Tu fais du kilowattheure? C'est quoi Alors, nous, on fait du thermique. Donc, nous, on remet pas de l'électricité, on fait du power to heat. On produit de la chaleur. Par contre, on la retransforme pas en électricité derrière. Tout simplement parce que le rendement de transformer de la chaleur en électricité est pas très bon et qu'en face, on a un truc qui s'appelle les batteries chimiques, les batteries lithium-ion, qui marchent extrêmement bien pour faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire de l'arbitrage, et qui vont venir stocker l'électricité à des heures où l'électricité est pas chère et la redonner un peu quelques heures plus tard. Et Ce qui se fait dans des voitures en même, quasiment. C'est les mêmes que c'est la même technologie que les batteries. D'ailleurs, les voitures aujourd'hui peuvent être utilisées comme des outils de batterie. Pour décharger, ouais. Pour décharger, il y a pas mal de business qui se déploient et qui sont hyper intéressants là-dessus. Tout ça, c'est le monde de ce qu'on appelle la flexibilité dans l'électricité. Et cette flexibilité, elle a beaucoup de valeur et elle peut être à la fois parce que justement, on remet ensuite sur le système électrique. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de remettre sur le système électrique, c'est d'être juste une consommation très flexible. Parce que tes clients, ils ont besoin de chaleur. Ils ont pas besoin d'électricité. Non, nous, on produit de la chaleur. Néanmoins, pour le système électrique, on a une source de consommation extrêmement flexible. Et qui a 2 vertus. La première, c'est que on peut choisir d'aller sur les heures solaires, etc. Et la deuxième, qui a aussi beaucoup de valeur, qui est de se dire, surtout, on peut nous décaler notre consommation jusqu'à la dernière minute. Et ça, pour un système électrique, ça a beaucoup de valeur parce que t'imagines, t'as un imprévu du type une grande usine qui arrête de tourner en France. Un nuage qui était censé passer, qu'on a un peu mal vu et qui en fait passe un peu plus tard. Une centrale qui a un problème, et ben le réseau électrique, il doit à tout moment ajuster l'offre et la demande de manière instantanée. Et donc, il va chercher des actifs comme ça super flexibles pour les appeler au dernier moment et leur dire, bah là, on a un drop de consommation, il faut que quelqu'un consomme tout de suite, sinon c'est le shutdown. Et donc ça a une valeur aussi de flexibilité de court terme qui est assez forte. Et alors toi, est-ce que tu aurais
ça fonctionne, et Pierre, aujourd'hui? Enfin, je veux dire, t'as des batteries comme ça en fonction? Alors nous, aujourd'hui, on est en train de déployer notre première. Ok. Et le cas d'usage, tu peux juste me l'expliquer, Ouais. parce que tu me dis c'est de la brique, etc. Mais qui est derrière, comment il l'utilise? Parce que pour moi, c'est un peu flou. C'est-à-dire que autant je me dis, bon, je vois le fonctionnement d'un sèche-cheveux. Alors, si tu souffles de l'air sur une de tes batteries, ça va chauffer de l'air chaud. Mais pour faire quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Bien sûr. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de déployer notre première unité dans un site d'un industriel qui s'appelle Wepa, qui est une entreprise familiale allemande qui fait du papier d'hygiène en Europe, qui est d'ailleurs un des investisseurs aussi chez nous, chez Epir, et qui a une usine à Troyes qui fait du papier d'hygiène, donc globalement du papier toilette, du sopalin, des mouchoirs et autres. La papeterie est très gourmande en chaleur parce qu'en fait, elle a besoin de sécher la pâte à papier dans des énormes rouleaux. Et pour sécher, elle va envoyer de la vapeur H24. Si ça s'arrête, tout le procédé s'arrête et là, c'est la catastrophe. Et donc, a des gros besoins de vapeur. Aujourd'hui, c'est une chaudière à gaz qui fonctionne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va pas remplacer la chaudière à gaz, on va se mettre à côté de la chaudière à gaz. Et on va produire de la vapeur en complément de la chaudière à gaz. On va se mettre en redondance de telle façon à ce que on produit quand c'est opportun, et sinon c'est la chaudière à gaz qui prend le dessus. Donc, pour produire de la vapeur, faut de l'eau à 100 degrés. Alors c'est un peu plus haut en température, mais oui, Okay. il faut de l'eau un peu au-dessus de 100 degrés. Ça dépend de la pression que tu lui mets, mais effectivement, il faut ce qu'on appelle la chaleur déjà moyenne température, donc plus que 100 degrés. Je sais pas si on peut aller jusque-là dans les explications, sauf que c'est trop compliqué. Ouais. Donc tu m'arrêtes, mais donc c'est un peu comme quand je balance sur un sauna, sur des pierres. Ouais. Je balance de l'eau et ça fait ça, et ça me fait de la... Alors, c'est même plus simple, c'est-à-dire que donc nous, notre système, tu demandais comment ça marchait avec le sèche-cheveux, tout ça. Je m'arrête, j'écoute jusqu'au bout. Non, mais je vais revenir au pchit du sauna. Mais donc globalement, donc il va y avoir, c'est un système qui est composé de, disons 4 pièces. La première, c'est la résistance électrique. Mmh. Donc on imagine de manière très simple le grille-pain. Ouais. Il va chauffer au moment où il y a du soleil. Là, il y a un grand ventilateur. Et là, c'est ton sèche-cheveux qui fait du coup passer de l'air. Cet air va faire monter en température mon matériau de stockage. Et ce même air ensuite va repasser par ce qu'on appelle une chaudière à tube de fumée. Une chaudière à tube de fumée, elle fait quoi? Globalement, c'est des tubes de cet air chaud qui passe dans un énorme tube d'eau. Ok. Et donc du coup, cet air chaud va chauffer l'eau. Et en fait, à côté, cette eau, c'est un tuyau qui vient de l'usine, qui vient avec une eau qui est à une température moyenne et qui ressort sous forme de vapeur, et qui va rentrer dans un pipeline de vapeur qui va circuler à l'intérieur de l'usine. Ok. Et donc, c'est même pas la vapeur du sauna, c'est vraiment l'air chaud qui est au contact via un tuyau de l'eau, quoi. D'accord. Et qui monte en température. Et donc là-dessus, je vais m'arrêter après sur les explications peut-être tech, j'en sais rien, même si c'est passionnant. Mais quand tu n'utilises pas l'énergie de l'électricité, finalement, tes briques, elles sont chaudes quand même. Exactement. Alors, c'est un peu dommage de pas utiliser quand même cette chaleur et d'attendre. Du coup, aujourd'hui, tout notre principe, c'est qu'on décorrèle les moments de charge et de décharge. Quand l'électricité, justement, la production renouvelable n'est pas là, elle est trop chère, etc. En fait, on aura suffisamment produit pour stocker la chaleur de notre brique de stockage, de telle façon à ce qu'on puisse toujours produire de la vapeur. Okay. Et c'est comme ça que, pour nous, la source de valeur d'Epir, c'est de pouvoir vraiment produire de la vapeur en fonction du besoin industriel, indépendant, et en même temps charger et fabriquer cette chaleur au moment où c'est opportun pour le marché électrique. Léa, tu me parles depuis tout à l'heure de tout ça. Moi, je suis très inquiet parce que avec OVNI, on investit dans des boîtes qui font de la deep tech. Et toi, tu me parles de briques et de tuyaux. Ouais. Et je me dis, waouh, la deep tech, c'est pas ce que je pensais. J'ai loupé quelque chose, tu vois. Donc, je me dis, ils se sont plantés, en fait, mes amis. Tu m'expliques un peu ce qui est deep dans cette tech
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, nous aujourd'hui, et c'est un vrai point qu'on a dans l'ADN du projet, c'est que sur la partie technologique, c'est un projet d'ingénierie plus qu'un projet de R&D, dans le sens où ce qu'on veut, c'est de mettre en place des éléments, des équipements techniques qui ont été déjà éprouvés par le temps industriel, de façon un peu originale, sur un modèle qui est un peu différent, mais qui nous permet de pouvoir le mettre sur le marché le plus vite possible. Et face à des industriels qui sont assez conservateurs. Pourquoi ? Parce que leur usine, c'est compliqué pour eux d'intégrer de l'innovation et de prendre le risque d'un matériau qui peut notamment être inflammable, créer des iris, etc. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, c'est quand même ce qui est assez innovant, c'est déjà les mettre ensemble, d'avoir un focus sur de la simplicité, un focus sur le capex. Et ça, honnêtement, j'y crois vraiment en le besoin, notamment dans le milieu de la transition énergétique, où je pense on s'est un peu tous collectivement perdus sur du kiff d'ingénieur, et revenir à des choses simples. La complexité, elle est dans le modèle d'affaires aussi, c'est-à-dire que ce que je dis là a l'air simple, néanmoins l'opération aussi est très compliquée, la capacité à aller chercher les prix sur le marché électrique, c'est très compliqué. Derrière, il y a un software qui est assez développé. Qui est propriétaire. Ok. Et il y a une intelligence de modèle d'affaires qui repose sur du hardware, du software et des compétences de trading d'électricité. Et derrière, comment est-ce qu'on arrive aussi à faire trouver le meilleur modèle contractuel pour le client qui soit aussi bancable pour l'investisseur. Et donc c'est un peu, pour nous, l'innovation, elle repose aussi sur tous ces points-là, et ce mélange soft-hard. J'ai besoin de visualiser un peu avant de te poser la question, justement, les barrières à l'entrée, parce que même ces boîtes-là pourraient se dire, bon, ok, j'ai compris son truc, je vais le refaire. Mais pour visualiser ton four à pizza, il fait quelle taille dans une boîte comme Wepa ou Donc là, notre premier modèle qui est un peu plus petit, donc un peu underscale, hein. Donc là, il fait à peu près, en termes d'emprise au sol, 100 mètres carrés. Disons que s'il fait 3-4 fois plus grand, il fera à peu près aussi 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, si je prends la taille d'un container, ça fait combien ? Je sais pas si tu sais d'ailleurs, c'est un peu vache comme question. Les conteneurs de 40 pieds. En fait, là, du coup, tu as 2 conteneurs qui ont la taille d'un camion, qui sont collés les uns aux autres, et tu as à peu près le double pour la partie résistance et la chaudière. Ok. Si on le fait plus grand, qui sera les versions plus à l'échelle, en plus on peut les stacker au-dessus, on pourrait avoir à peu près le même type de surface, quoi. Donc 2 fois la taille d'un camion plus 4 fois la taille d'un camion au total. 4 fois la taille d'un camion à peu près, pour notre premier modèle. Ok. Et donc l'idée c'est que tu peux les empiler comme ça, très clair. Et t'as un peu des gains d'échelle aussi, hein. Donc oui, en effet, après, il faut quand même les construire. C'est assez, c'est assemblé où? Ce sera fait où, tout ça? Donc aujourd'hui, notre premier assemblage, donc il y a les équipements qui sont en cours de construction dans les différents lieux en fonction des partenaires avec qui on travaille. Là, ça va être assemblé à Fos-sur-Mer et ensuite shippé, jusque shippé, ça va être plutôt envoyé par train au site de Troyes de Wepa. Et après, vous envisagez peut-être une manière de les produire, de les transporter, de les déplacer, justement comme un container ou des choses comme ça, ou pas du tout? Tout à fait. Okay. Et là, par exemple, tout le design, il est fait pour que les pièces soient très transportables, qu'on fasse ce minimum de travaux sur site pour pas encombrer le site industriel, parce que notre but c'est d'être un produit. C'est moins cher et c'est product based, quoi. Peut-être que tu peux le revendre en plus une fois. Ça a d'ailleurs une certaine valeur de contrepartie, de se dire qu'au pire on revend. Ça marche pas. Et tu disais le modèle d'affaires, une fois que... C'est quoi? C'est de la location? On vend de la chaleur. Ok. Donc tu leur loues de la place parce qu'il faut quand même... Pardon. On fait un contrat sur place, effectivement, parce qu'on est sur le site industriel. Donc on fait un contrat, un bail amphithéotique, pour prendre une partie de leur parking. Et ensuite, nous on s'occupe du coup de l'équipement, on s'occupe de l'opération. Et de tous les coûts qui sont derrière, et on vend en euros par mégawattheure de chaleur à l'industriel. C'est ce qu'on appelle du heat as a service. Ok. Heat as a service. Ouais, comme tous les trucs as a service qui existent dans ce monde. On va loin dans le as a service. Mais ce qui veut dire que, et ça pour nous c'est hyper important dans le modèle d'affaires, c'est-à-dire que un industriel, il peut décider d'investir et d'opérer lui-même cette utilité de chaleur
Par contre, les utilités, ça reste pas leur cœur business. Et généralement, si je prends un papetier ou si je prends un acteur dans l'agro-industrie qui fait des yaourts, son métier c'est de faire des yaourts, c'est pas de produire de la chaleur. Il va pas s'encombrer avec ça, ni en termes de capex, ni en termes d'efforts managériels. Capex, pour ceux qui... Mais voilà, c'est pas à lui de faire l'investissement. C'est l'avantage là-dessus, c'est que c'est toi qui le fais. Ouais. C'est que tu lui dis, moi... tu me laisses, je sais pas, en combien de temps tu penses que tu seras capable de déployer entre... Des contrats, du coup, on déploie en un an à peu près, et ensuite, l'idée c'est d'avoir des contrats, ce qu'on appelle des contrats d'off-take, des contrats d'achat d'énergie sur une durée assez longue de 15 ans à peu près, mais qui se fait en fait beaucoup. C'est assez classique dans l'industrie d'avoir des grosses chaudières qui sont sous ce format-là. Donc c'est pas une invention. Donc toi, tu vends de l'énergie, quoi. Moi, je vends de l'énergie. Sauf que tu la produis toi-même. Tu l'as produit toi-même, tu l'as en sur tout cas, site. Sur site. Et il s'engage avec un minimum sur ces 15 ans de consommation d'énergie, je veux dire. Oui. Donc soit il y a plusieurs modèles. Il s'engage à surtout prendre l'énergie qu'on produit. C'est-à-dire qu'on va avoir une priorité par rapport à la chaudière à gaz pour la produire. Et nous, ce qu'on garantit, c'est qu'on la produit à chaque fois que ça coûte moins cher que le gaz. Et ça, c'est aussi un modèle dans lequel on peut leur garantir qu'il y a un discount par rapport au gaz. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est décarboner la chaleur industrielle, mais sans premium. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc toi, tu lui dis, toi, non, tu payes ton énergie 100. Ouais. Et moi, je pense que je peux t'avoir. Alors c'est quoi? Tu le connais le discount à peu près? Ouais, alors ça varie beaucoup d'un site à un autre. Pour des raisons qui font de la taille du site, est-ce qu'ils utilisent beaucoup la chaleur ou pas, et des raisons fiscales, parce qu'en fait, la taxation du gaz varie d'un site à un autre dans tous les pays en Europe. Mais si on prend les grands sites vont être soumis à ce qu'on appelle l'ETS, qui est la taxe carbone. Les petits sites ne le sont pas. Et ensuite, la taxation du gaz, non seulement il y a une taxation qui est plus grande sur le gaz que sur l'électricité, et plus petite sur le gaz sur l'électricité, mais en plus, il y a plein de sites qui sont exempts de taxes sur le gaz. Je comprends. Donc, il va y avoir la première chose, c'est le prix de la chaleur qui paye aujourd'hui un industriel. Elle est très différente d'un site à un autre. Et d'ailleurs, l'industriel, souvent, on n'a pas tout à fait confiance. En tout cas, n'est pas il n'a pas top of mind le prix de la chaleur. Et donc, nous, à l'inverse, il y a quelques éléments sur lesquels on peut aller chercher un discount. Aujourd'hui, on voit qu'on a des sites sur lesquels, en France, on peut avoir des discounts jusqu'à 30%. Et ça, c'est pour ça que c'est un modèle qui nous paraît très pertinent. Sachant que selon les industries, la chaleur et l'énergie, c'est presque leur principal ce qu'ils consomment le plus, non? Ça dépend. Je pense aux fourneaux ou des choses comme ça. Oui, les hauts fourneaux, oui. Alors ça, c'est de la très haute température, mais il y a un papetier, effectivement, on va parler de 5 à 10% de ses coûts, sachant qu'on est quand même pas sur des marges très élevées. En fait, tous ces éléments-là sont très importants. Tu peux réussir à lui faire économiser 2% de ses coûts, quoi. Il peut y avoir, effectivement, des vrais impacts. Et il y a une valeur de hedge, de gestion du risque, parce que la crise ukrainienne est passée par la tête de tout le monde, et en fait les prix du gaz sont peu contrôlés quand aujourd'hui on les maîtrise pas. Et tu peux aller ou tu envisages d'aller jusqu'à dire, derrière, on va pouvoir aussi installer des panneaux ou des choses comme ça pour chauffer, ou c'est pas... On pourrait, mais c'est pas tout à fait la priorité, parce qu'en fait, c'est assez gourmand en énergie, vu les quantités de chaleur demandées, c'est assez gourmand. Et du coup, il faudrait mettre beaucoup de panneaux sur un site. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est CAPEX aussi, d'ailleurs. C'est forcément le CAPEX. Donc, en termes de déploiement de CAPEX, nous, c'est pas la priorité. Donc, il faudrait être avec un partenaire qui le fasse. Et je pense qu'il y a des pays sur lesquels ça vaut vachement la peine de le faire. Si je prends, par exemple, la Pologne, je sais que c'est un sujet qui peut être intéressant parce qu'il y a du foncier, parce que leur réseau électrique est très carboné, qu'ils ont une dépendance au gaz assez grande. Et donc là, il peut y avoir des opportunités. En France, il n'y a pas assez foncier. On a un système électrique qui a besoin de nouvelles consommations. On a une énergie décarbonée, une électricité décarbonée. On a tout intérêt à faire de l'approvisionnement sur le réseau. Donc ça dépend un peu des pays. Ok. Et tu me disais, donc il y a des taxes ou des choses comme ça sur les énergies. Vous êtes considéré comme quoi? Parce que quand on va utiliser le réseau existant pour chauffer tes briques,
t'es pas forcément décarboné. Enfin, est-ce que le fait d'utiliser une solution comme la tienne a une incidence fiscale ou de taxes sur les énergies pour tes clients? Elle a une incidence assez forte dès lors parce qu'ils ne consomment pas de gaz et donc ils n'ont pas leur taxation sur le gaz. Ok. Dès lors qu'ils ont une taxe sur le gaz assez forte. Et sur l'électricité, un pays comme la France, l'électricité est très très décarbonée. On baisse de 90% l'empreinte carbone sur la partie chaleur du site industriel. Et on a fait des analyses sur l'Allemagne ou sur l'Espagne. On serait aussi extrêmement décarbonant par rapport à l'alternative gazière. Il y a d'autres défis techno. Je veux dire, tout à l'heure, je te disais un peu les briques, etc. J'imagine que, comme les batteries ou les choses comme ça, selon la composante de tes briques, tu vas pouvoir faire plus chaud, plus longtemps, plus il y a des percées là-dessus technologiques. Il y a des défis techno d'améliorer l'efficacité. Cette amélioration d'efficacité, il peut y avoir des défis techno de plusieurs sortes. La première, c'est d'aller chercher des cas d'usage un peu différents, notamment ce qu'on appelle la haute température, et tu parlais des hauts fourneaux ou les céramiques, les briques, tout cela, ils demandent pas de la vapeur, mais là de l'air chaud à des températures plus élevées. Et donc, c'est pas exactement le même type de matériaux qu'on peut utiliser. Et aussi, il y a une qualité de la chaleur qui est plus fine à aller chercher, parce que c'est beaucoup plus intime au process industriel lui-même. Donc, un des grands défis dans l'industrie, c'est de garantir une qualité de service qui ne mette jamais en péril ni la production de ce que va faire le site, ni ce qu'on appelle les QHSE, tous les risques qu'il peut y avoir au site. Donc ça, je pense que ça, c'est une vague d'innovation et pour nous assez importante dans une perspective future. Et ensuite, le modèle actuel, oui, il y a des défis d'améliorer l'efficacité, d'aller être plus réactif, aller gagner des points de rendement, etc. C'est ce qui nous intéressait aussi sur cette technologie, c'est qu'on pense que c'est une technologie qui est suffisamment mature pour pouvoir très vite être sur le marché et déjà avoir des use cases, et en même temps sur laquelle il y a quand même de l'amélioration incrémentale à faire et de la défendabilité à aller chercher aussi. Ça te coûte combien une unité à déployer? Tu sais exactement? Oui, aujourd'hui, on va être autour de 1 million d'euros pour 1 mégawatt thermique d'unité. Après, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent être regardées, mais c'est ça à peu près le montant Donc ça, c'est toi qui le payes, et donc toi, l'objectif, c'est de réussir à récupérer beaucoup plus qu'1 million d'euros sur les 15 années qui viennent, c'est ça? Ouais. Avec un rendement et ça, là-dessus, avec des contrats qui font que normalement, ton client s'engage à te payer plus. Donc les contrats, c'est sur le contrat de production de chaleur. Ouais. C'est là où on fait des contrats de 15 ans, donc des contrats d'achat de la chaleur, et dans laquelle on assure qu'on va produire cette chaleur à un prix par rapport au celui du gaz ou ou s'ils préfèrent avoir le prix de l'électricité plus une certaine marge. Et donc ça, on garantit, on a un retour sur investissement sur ce type de contrat. Je suis inquiet pour ton financement là-dessus, mais tu vas me raconter comment ça se passe. C'est-à-dire que si jamais tu as une idée du rendement déjà, si moi demain je te dis ok, vas-y, je t'en paye une, ou je pourrais faire ça avec une communauté d'investisseurs et je te dis le prochain, je te le paye, tu saurais me dire, moi je suis capable de vous rendre 5% par an, 7% par an, 10%, tu sais? En taux de retour sur investissement, alors ça dépend des contrats, évidemment. Nous, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de discount de 30% par rapport à un client, nous là-dedans, évidemment, on met des taux de retour sur investissement qui sont les taux de retour sur investissement attendus sur ce type de sujet, et dont tout l'enjeu, c'est d'assurer une bancabilité, de pouvoir lever de la dette, y compris à terme sur ce type de produit. Et parce qu'aujourd'hui, elles sont financées vous avez levé 3 millions, c'est ça? Un peu plus maintenant. On a levé 4 millions. Ok. Et donc, par exemple, ce million pour une unité, normalement, pour l'instant, c'est fait sur tes fonds à toi. Ouais. À un moment, en fait, tu pourras pas, tu vas pas dépenser tout ton argent là-dessus, sinon il en faudra tout et puis tu vas te diluer complètement. Ouais. Donc, il va falloir que tu aies une sorte de véhicule d'investissement, ou ça va être juste des prêts bancaires. Les banques sont prêtes à faire ça? Du coup, aujourd'hui, c'est le modèle des développeurs, c'est le modèle des renouvelables, c'est le modèle des producteurs de chaleur, etc.
évidemment, je pense qu'il y a un peu 2 phases. Il y a une première phase où on va aller chercher les fonds qui sont plus des fonds proches de fonds d'infra et qui peuvent être soit sur nous, la Topco, soit au niveau des SPV qui vont porter les assets. Et qui vont venir financer les actifs. Ça peut être donc aussi la du tiers Topco, financement. c'est la société sorte de société de gestion un peu, C'est- voilà. Ouais. Et les SPV, donc Special Purpose Vehicle, qui vont à chaque fois porter tes unités à 1 million. Tu vas pouvoir avoir, je schématise, mais en avoir 100, qui vont être 100 millions, qui vont eux-mêmes avoir un rendement tous les ans, et Absolument. probablement une valeur vénale à la toute fin, tu sais. Une petite valeur, effectivement, parce que finalement, on peut récupérer le matériel ici à la fin. Donc ça, effectivement, il y a une petite valeur. Après, c'est en fin de contrat au bout de 15 ans, donc le payback il est fait depuis très longtemps. Ok. Nous, on garde du coup et après, une fois que la techno à un moment est un peu plus maturée, on peut aller chercher de la dette et de la dette locale et autres et faire du leverage dessus. Est-ce que tu sais si tout ça peut être considéré comme un investissement socialement responsable parce que récemment, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça dans de la rénovation énergétique. Ouais. Et donc, il réussissait, je te trouverai de qui il s'agit, c'est un enregistrement que j'ai fait sur la martingale, à lever de l'argent pour rénover énergétiquement des maisons, dans lesquelles, pour des gens qui n'avaient pas les moyens de faire des rénovations, et dans lesquelles, en fait, il allait dire, ta maison, par exemple, alors le modèle, c'était par exemple, ta maison, elle vaut 300 000 €, ta rénovation, elle vaut 60. Moi, je les investis, mais au lieu de prendre 20% de 300 000 €, il en prenait, je schématise, mais 25 ou 30. Ouais. Donc la marge, et comme ça augmente la valeur de la maison, elle vaut plus 300 000 mais plus, donc en fait tout le monde s'y retrouve à la fin. Mais surtout le méga jackpot, le super bonus géant à la fin, c'est comme c'était un ISR, si tu restais 7 ans dans l'investissement en tant que particulier, tu récupérais 25% en IR. Donc derrière, toi en investissement là-dessus, le rendement annuel, il était de 5%, tu me suis, et grâce à l'économie sur l'IR, tu passais à 9,5%. Écoute, je prends le tips. Je suis assez preneuse de ce business, mais on n'est pas arrivé à là. Mais effectivement, enfin, nous, on est une solution décarbonante. Donc, il y a effectivement, on rentre comme étant un actif qui permet de rendre green les actifs industriels. Je vais retrouver ça, ok. Extra. Donc, il y a Vous êtes combien ? 15. Il y a une vraie question de forme d'ingénierie financière dans ce business. Ouais. Et à la fois d'ingénierie technique, industrielle. Tu m'as dit quelque part, vous avez un software 15 à la fois, c'est beaucoup, à la fois, en fait, t'as quand même... toi, tu sais quoi ton background, t'es technique ou pas du tout? Moi, je suis pas technique. Moi, j'ai fait que de l'énergie et de l'environnement, mais j'ai juste une business. école de commerce. Ouais. Ok. Donc, tu dois avoir, j'imagine, 2, 3, 4 personnes sur l'industriel et tout ça. Ouais. 2, 3 sur le soft. Tu l'externalises peut-être? On a une équipe aujourd'hui, donc elle est composée en gros de 4 grosses équipes. La première, c'est la partie... À 15. Grosse à 15. 4 pans verticales. Une qui est l'industriel et qui s'occupe de la partie hardware et qui a la compétence et l'expérience du scale-up industriel et de déployer la nouvelle technologie. Qui est beaucoup porté par mon associé Bastien Augéry, qui s'occuper de ça quand il a monté InnovaFeed par le passé. Ok. La partie energy management, qui elle touche la partie un peu software plus le trading d'électricité, et qui en fait en charge de piloter ces batteries sur les marchés électriques. Et donc c'est là où il y a une composante à la fois software et de grosse expérience sur ces marchés électriques. La troisième, c'est évidemment la partie business développement et commercial, et la quatrième, c'est la partie financement. Financement, ouais. Financement et finance, enfin, je veux dire, et c'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, où est-ce qu'il est le levier de l'innovation. L'innovation et le nœud de complexité, c'est le puzzle de tout ça, en fait. Et c'est de réussir à chacune des briques est assez simple. En tout cas, et quelque chose c'est comme qui est une sorte de viable. rénovation énergétique. Exactement. Mais d'ailleurs, si tu arrives à mettre la brique ISR et machin, ça te met encore une barrière à l'entrée en plus, parce que tu vas dire, bah oui, mais
Moi, j'ai réussi à faire tout ça en 3, 4, 5 ans. Et faire tout ça, plus derrière avoir des contrats d'off-take de 15 ans et bâtir sa marque là-dessus, c'est là où, pour nous, il y a la défendabilité, il y a la valeur qu'on génère. Le scale, c'est vraiment, ça va être en fait, tu le disais tout à l'heure, hein, mais alors, d'ailleurs, quand j'entends tes 4 équipes, je me dis, il y a pas beaucoup de place pour les stagiaires, en fait, peut-être en bout de chaîne, mais je veux dire, faut quand même avoir à 15, 16, avoir que des gens assez solides. C'était notre choix, ouais. On est parti avec surtout des gens déjà qu'on connaît. Ouais. Et des gens dont on a une chance inouïe d'avoir bâti cette équipe qui ont une énorme expérience et qui connaissent très bien le sujet. Mais donc ça te fait je veux dire pardon, je dis ça et puis tu m'arrêtes ou quoi, je ne connais pas tes chiffres. Donc j'ai le droit et puis je suis plus comme ça, mais ça te fait quoi? Tu dépenses déjà juste en équipe bien 1,5 million par an? Quelque chose comme ça, parce que tu as des gens capés, donc probablement plus, peut-être proche de 2 millions. C'est-à-dire quand tu as levé 3 et que tu pas de revenus au début, ça va assez vite, non? Ouais, après on a aussi du non dilutif, hein. On a reçu pas mal on a reçu pas mal de subventions. OK. Ça vient d'où? Aujourd'hui, on en a reçu de la BPI. Okay. On a été notamment lauréat de iLab, qui est un concours d'innovation. Et puis on a de la chance d'être dans un pays et dans un continent qui cherche pas mal à promouvoir, financer, aider des initiatives de décarbonation dans l'industrie. Donc ça, c'est Alors que tout ça, c'est bullshit, pourtant, on le sait. Le monde ne se carbone pas, il y a de la décarbonation. Non, je prends le parti de Donald Trump qui est en train de se répandre un peu là. C'est toujours un peu, c'est le côté un peu vent contraire, hein, mais bon, il y a quand même encore des viviers là-dessus. Donc si par exemple, aujourd'hui, si je compte le non dilutif, on a levé 5 millions. Ok. Mais effectivement, il y a une petite course contre la montre. C'est pour ça que je parle de ça et que je viens là-dessus parce que le scale, quelque part, il est important dans le sens où là-dessus, tu en fais un, tu me dis que ça prend 1 an. Idéalement, les autres, il faut que tu en vendes 4 l'année prochaine ou 8, je sais pas, quel est ton objectif, quoi. Mais c'est pour ça que pour nous, ce qui était primordial dans cette première année, c'était de déployer notre premier actif dans l'année. De montrer que tu es capable de le faire. De montrer qu'on est capable de le faire et chez un industriel. Parce que après, la problématique, c'est quand je te dis il faut que tu en fasses 4 l'année prochaine, je sais pas, tu voudrais en faire combien l'année prochaine? Plutôt 2-3. Bon, 2-3 l'année prochaine. Il y a une autre problématique, c'est la finance. C'est que pour en faire 2-3, t'as pas forcément les 2-3 millions, j'imagine, pour le faire. Donc, faut que tu ailles les trouver. C'est là où tout ça est un cercle. Et tu crois que tu peux monter jusqu'à combien, ou t'as pour ambition de monter jusqu'à combien à déployer par an? Je pense que nous, notre ambition, c'est de pouvoir en déployer le maximum. Le marché est relativement infini, hein. Le nombre d'usines, rien qu'en France, on a mappé 300 sites sur lesquels on a un potentiel majeur. Okay. Et ça, c'est que en France. Tu prends l'Allemagne, t'en as 1000. J'ai un truc comme ça, les Allemands, ils sont assez plus gros dans ce genre de trucs, j'imagine. Donc alors, une fois qu'on a ça, ça reste c'est vendre à des industriels et à des usines, c'est pas simple. C'est pas rapide, oui. C'est pas, voilà. Donc il faut avoir une certaine patience et. C'est pas Jean-Michel, t'arrives dans la, tu tapes à la porte. Salut, j'ai un truc une photocopieuse. J'ai une idée. Non, mais du coup, ça, évidemment, il faut y aller avec humilité et patience. Mais et donc on a un marché qui est assez infini et ensuite, effectivement, il y a la ramp-up qu'on peut avoir en termes de financement. Sachant qu'il y a aussi d'autres solutions qui est de passer par d'autres types de tiers financement, c'est-à-dire ne pas être uniquement sur le nôtre, mais d'avoir des partenariats pour faire de tiers financement. Il y a des acteurs aujourd'hui qui font que du financement sur de la chaleur industrielle. Donc on peut être en partenariat avec eux et déployer leur portefeuille. Donc il y a aussi d'autres alternatives, mais aujourd'hui, c'est sûr que on est sur un mouvement, mais un peu comme les acteurs de l'EV charging. Un Electra a été sur le même type de problématique. Il y a ou les acteurs des batteries, un NW par exemple aussi, qui sont des acteurs en fait qui sont venus du monde de la start-up avec un modèle de déploiement de capex assez intensif et qui sont en fait cette espèce de grand écart entre le monde du financement de start-up et le monde du financement d'infrastructures. Très clair. Ça peut aller vite. Les Allemands, je pensais aux Allemands parce que c'est un gros pays, notamment industriel, avec des industries peut-être, on les voit plus grosses, t'as des concurrents, peut-être soit directs, soit indirects. Il y a des gens qui proposent d'autres choses ou. Il y a des gens qui proposent des technologies comme la nôtre. C'est un monde dans lequel il y a un certain nombre de startups qui se déploient.
qui ont d'ailleurs pas mal levé de fonds ces derniers temps. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a un certain dynamisme. Parce qu'on serait tout seul sur le marché, ça serait un peu Mais ça va tirer un peu les bizarre. prix vers le bas s'il y en a trop, quoi. Faut faire attention. Ouais, mais aujourd'hui le marché est grand. Encore une fois, on parle de 20% de la consommation énergétique mondiale et à 80% encore détenu par des énergies fossiles. Donc il y a de l'espace pour tout le monde. Après, c'est surtout des profils d'équipementiers, donc dans lequel on pourrait, pas un peu moins d'opérateurs. Donc même s'il y en a qui vont vers ce modèle aussi. Équipementier versus opérateur. Donc, un équipementier, j'ai une connerie, mais c'est genre un Siemens versus un EDF, quoi. Ou, c'est peut-être Ouais, non, un Siemens ou versus dans le groupe EDF, ça va être un Dalca qui opère les chaudières, pour être plus spécifique, mais effectivement. Compris. Je savais pas que Dalca était groupe EDF, oui. Ok. Quelles sont tes difficultés pour l'instant? T'as des problèmes des grosses difficultés. Non, me dis pas que t'en as pas. Zéro. Tout va super bien. Non, je pense que la principale difficulté que l'on a, mais depuis le début, et qui je pense est assez classique dans un monde de hardware, d'innovation hardware, c'est le fait de pousser en même temps et le développement du produit et la partie commerciale. Et être sûr que, en fait, comme les clients industriels, c'est un temps long, que c'est une question partenariale, que qu'il faut convaincre, etc. En fait, dès le départ, il faut se mettre en ordre de bataille pour comprendre son besoin et être déjà dans une démarche commerciale. Et en même temps, il faut aussi prendre le temps de développer son produit. Et les deux se parlent beaucoup. Réussir à faire en sorte que les deux avancent en même temps, que comme tu dis, quand est-ce que, et puis ensuite il y a la troisième banque, la partie financement aussi, mais comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que tout ce puzzle se construise bien sans qu'il y en ait un qui soit trop en avance par rapport à l'autre. Je pense que c'est là où en fait c'est tout l'enjeu du scaling. C'est hyper intéressant. Et les prochaines étapes, donc là, c'est un POC que tu fais finalement avec Wepa, c'est une forme de grandeur nature. Oui, disons que c'est un pilote déjà en conditions réelles et industrielles. Aujourd'hui, dans un monde de start-up un peu industriel, le 3, 4, 5 millions d'euros, c'est du seed, c'est du love money quasiment, quoi, c'est ça? Ouais. T'es pré-série A, c'est l'objectif, c'est des startups qui vont nécessiter série A, B, C ou... Ouais. Et oui, on va avoir une série A qui va être faite dans pas très longtemps. Ok, ça commence là, vous cherchez un peu? Non, pas encore. Ok. Pas encore. Il faut que vous ayez le premier site live? Oui, on a aujourd'hui on a de quoi voir venir de telle façon à ce qu'on puisse avoir notre on est vraiment focus sur l'exécution, sur le site de Wepa et les 2-3 premières commandes qui sont derrière. Il y en a qui viennent derrière déjà? Ouais. Ok. Combien de temps le cycle de commercialisation? T'as une vague idée? Je pense que alors Wepa c'est un peu différent parce qu'en plus c'est un premier site et puis ils sont mais ça peut aller assez vite, hein. Ça peut être 3 mois comme ça peut être 1 an, hein. Okay. Donc en moyenne il faudra essayer de trouver, mais t'as pas le recul encore. Ouais. J'ai pas encore assez de recul et en même temps j'ai pas non plus cherché à aller très vite parce qu'encore une fois je pourrais pas le déployer demain. Après donc, après si t'as que ce soit un Wepa-like, tu me dis ils sont allemands, vous le faites en France, tu pourras avoir certains clients qui t'en prennent un pour tester, puis derrière ils t'en prennent 10 aussi, c'est possible. Tout à fait. Ouais. Et ça c'est même complètement dans un acteur comme Wepa, on a déjà très clairement le fait que ce pilote fonctionne, et dans 1 an on réfléchit à faire le full scale sur le site et ensuite ils ont 14 sites qui sont tous pareils et qui ont tous un potentiel. Super intéressant. Donc ça pour nous, c'est pour ça le client industriel, il est pas facile à convaincre, il est pas facile à convertir. Néanmoins, déjà, on a un contrat de 15 ans derrière, et en plus, derrière, il y a quand même pas mal de potentiel, et une fois qu'il a confiance, c'est un partenariat. Je pense à mon épisode avec Sébastien Bazin, je sais pas si tu vois, le patron d'Accor, qui a une stratégie sur ses hôtels qu'il appelle Asset Light versus Asset Heavy. Aujourd'hui, vous êtes quoi? Condamné à être forcément Asset Light, c'est-à-dire vous serez jamais propriétaire quelle est l'approche? Les propriétaires des unités? Si on va être plutôt Asset Heavy. D'accord. Parce que dès qu'on est en hit as a service, c'est-à-dire que, alors c'est nous, la SPV, la Special Purpose Véhicule, qui va porter. C'est pour ça que je pensais le SPV, mais le SPV, vous allez être dedans à chaque fois quand même?
Je pense que c'est le modèle des renouvelables. Par exemple, les acteurs des renouvelables, il y a eu toutes les versions qui ont été faites. À la fois des acteurs qui sont juste opérateurs et d'autres qui ont fait l'intégralité des financements avec du financement qui était sur la Topco justement, qui ensuite allait vers la SPV. Et puis ensuite tout le dégradé de possibilités entre les deux. Aujourd'hui, il faut pour opérer sérieusement et avoir quand même un peu de skin in the game, ça vaut la peine d'avoir un peu une partie de ton actif. Je suis d'accord, j'avais étudié moi il y a une dizaine d'années un gros projet photovoltaïque chez moi en Corse et lui voulait être totalement asset heavy, notre partenaire. Moi je disais non mais attends, moi je mets ma place dans le truc parce qu'à un moment à l'inverse quand tu le vois tu dis s'il veut être totalement asset heavy c'est qu'il doit prendre beaucoup d'argent donc laisse-moi 15-20% et puis on va parler quoi, parce que surtout sur nos terres tu vois tu te dis bon il nous disait je vous fais juste la location des terres et puis un peu plus cher. Non, il y a un truc qui va pas dans ton truc. Fais-moi croquer un peu sur le résultat quand même. C'est intéressant. Ok, tes grands défis à venir. Toi, tu es CEO. On est co-CEO avec Co-CEO. Tes gros défis, donc c'est l'argent et le people ou l'indus, ouais. Alors le people, on a de la chance, c'est que on a une super équipe et ça passe. Aujourd'hui qui marche très bien et donc ça je pense c'est moins un défi. Nos plus gros défis, ça va c'est toujours pareil, c'est un peu de réussir à monter toutes ces briques ensemble sans qu'il y en ait une qui soit trop à la ramasse par rapport aux autres. Et donc être sûr qu'on laisse le temps à l'industrie de maturer et d'avoir la technologie la plus propre, d'avoir au commercial de vendre mais pas trop vite, pas vite, et au financement d'aller derrière. Il te faut des pas trop bons commerciaux, en fait, c'est ça. Emmanuel, qui est en charge du business développement, me détesterait. Tiens, si jamais quelqu'un nous écoute, qu'est-ce que tu peux lui dire? T'aurais besoin de quoi? Quelqu'un, t'as un cousin c'est quoi le truc dont t'aurais le plus besoin là? T'as un cousin qui est dans une usine de betteraves et qui fait, qui a besoin de ça. C'est ça, surtout ça. Ouais. T'as besoin de contact dans des gens qui ont besoin de chaleur. Des gens qui ont des sites industriels. Alors, j'ai besoin de chaleur, Léa, mais ça fonctionne pas pour la chaleur globale. Et en fait, il y a quand même un nombre d'entreprises incroyables qui sont des PME industrielles, qui ont des sites industriels un peu partout, qui sont mine de rien le reflet de sauf que c'est toujours assez beau comme histoire et avec qui il y a plein de choses à faire. Super intéressant. Si t'avais vous avez commencé quand? On a commencé en tout début d'année. Ah oui, c'est tout récent, dis donc. Ouais. Mais ton premier PowerPoint pour lever de l'argent, c'était quand? Donc on a fait la levée de fonds en novembre dernier. Ok, il y a un an à peu près. Il y a un an exactement. On a monté la boîte pour pouvoir recevoir les fonds. Ok. Et moi j'ai quitté mon poste le 15 janvier. Le 16 janvier, j'étais avec Bastien. Ah oui, ok. 9-10 mois, quoi. Ouais. Ok, non, parce que t'as presque pas encore assez de recul pour te dire, peut-être à la vitesse, mais qu'est-ce que tu te dirais si tu pouvais te donner des conseils pour des gens qui veulent monter de la hard tech industrielle? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quels sont les meilleurs conseils, les meilleurs... Moi, il y a quand même un conseil que j'observe, surtout que je viens pas de ce monde-là, moi, de la hard tech industrielle, je viens de monde plutôt du modèle d'affaires dans l'énergie et la décarbonation c'est de pas attendre de commencer dès le départ à regarder le client, à le comprendre, à regarder le business model. Ça paraît bête comme ça, mais en fait je vois beaucoup de entreprises en hard tech qui passent des années à faire de la R&D, des années à surtout ne pas trop parler au marché parce qu'en fait ils dira d'abord il faut que j'ai une super technologie avant de parler au marché. Et en faisant ça, on se donne l'impression qu'on connaît le marché, mais on ne le connaît pas. Et nous, on apprend énormément au contact des industriels, que ça soit sur la façon, le langage qu'il faut avoir, qu'est-ce qui fait qu'on peut les convaincre ou pas, mais aussi sur la techno en fait elle-même. L'avantage d'avoir été consultante en plus, c'est que tu sais les écouter, trouver leurs problématiques. J'imagine c'est un peu le job d'un consultant. Top. Où est-ce qu'on vous suit? Il y a un endroit où tu as une newsletter, un LinkedIn, un Twitter, un Insta, c'est pas trop dans le délire des tech industriels? On est pas mal sur LinkedIn. Ok. Chacun individuellement ou Alors on essaye aussi de faire un peu des publications via le compte Epierre. Ok.
Ça fonctionne mieux de toute façon en individuel, généralement. Ça fonctionne généralement en individuel. Ça, je pense qu'on a un peu de progrès à faire. C'est vrai. Et on apprend un peu aussi petit à petit à faire nos propres posts. Mais en fait, mine de rien, on se rend compte que quand même on construit pas mal de contenu sur nos différents sujets. Et du coup, on fait des perspectives et un peu des publications. Léa Dardenne, on te suit. Attends, 2800 followers quand même sur LinkedIn, ça vaut le coup que tu publies pas mal. Hein. Écoute, ça y est, on est connecté. Et pire, c'est EPYR. Et puis, si vous êtes un fonds de série A et que vous voulez vous aller avant les autres et avant qu'elles soient en recherche, c'est le moment d'y aller. Je suis ravi qu'on investisse dans des boîtes comme ça. Et je trouve ça assez intéressant de voir en ce moment tu vois, dans plein d'univers. Je l'ai vu même dans l'IA où tu vois plein de boîtes qui en fait sont pas nécessairement propriétaires de la techno derrière mais qui apportent justement cette imbrication, tu le dis, de plusieurs métiers qui font qu'à la fin en fait tu arrives à répondre à une demande. Je trouve ça hyper intéressant. C'est quasiment de l'innovation du modèle d'affaires. Et ça, je pense que moi, je viens du monde de l'énergie et je pense que vraiment. Parle dans ton micro, pardon. Dans l'énergie, pardon. Dans la transition énergétique, on a une phase où on s'est perdu sur des choses hyper kiffantes d'un point de vue industriel et ingénierie, mais complètement infaisables. Notamment, on a une grande vague de transformer l'hydrogène ensuite dans certaines molécules qui pouvaient reproduire les molécules fossiles, ce qu'on appelle il y a des SAF qui marchent très bien, mais en tout cas, il y a des cas d'application sur lesquels c'est très compliqué, ça nous a demandé des énormes investissements. Et ça reposait sur plein d'hypothèses comme quoi on allait mettre des premiums, que ce soit de l'argent public ou que le monde allait se greenifier de manière très forte. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit un peu un backlash. Et en fait, on était passé à côté de choses qui sont plus simples, moins waouh effect de se dire effectivement je fais des cailloux, c'est moins sexy que de raconter des histoires très très sophistiquées. Et en même temps, revenir à cette simplicité, à la robustesse, et en même temps à la complexité du modèle d'affaires, c'est ça qui nous permettre, d'une part, de sortir des business d'affaires pérennes, court terme, c'est-à-dire 2030, nos objectifs, c'est demain. Donc, on ne peut pas attendre d'avoir 25 ans de R&D pour pouvoir trouver des solutions. Et puis, redonner confiance sur le fait que la transition énergétique, ça aussi, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour la souveraineté énergétique, c'est bien pour autre chose que juste la valeur unique de décarboner. Ça me fait penser, Léa, à cette île, je pense que c'est en Atlantique, une toute petite île qui doit être espagnole, si je ne m'abuse. Je sais pas si tu as déjà vu, qui doit pomper grâce à de l'éolien et probablement du photovoltaïque, mais surtout de l'éolien, dans un cratère volcanique de l'eau de la mer. Ouais. Il dessale. Alors, ils la dessalent, mais surtout, ils peuvent la vider dans une comment t'appelles ça, une centrale hydraulique quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Ah oui, donc faut du Et en fait, ils sont autonomes en énergie. Et tu dis, c'est fou, mais en fait, c'est débile en soi. Et tu dis, bah oui, mais simple, basique, efficace. Donc, c'est vrai que c'est assez cool. Est-ce que, toute dernière question, le débat américain, quelque part, une petite musique où tu dis, ah tiens, il y a quand même des gens en ce moment dans le monde qui essaient de dire que la décarbonation et tout ça sert à rien et qu'il n'y a pas tout ça. Est-ce que ça t'inquiète ou tu dis... Non, parce que je pense qu'il y a toujours des mouvements de pendule et qu'il y a des hauts et des bas et que si on commence à paniquer au moindre retour de bâton, on perd un peu le sens de l'histoire. Est-ce que ça m'inquiète ? Oui, je trouve ça dommage. Je trouve que le débat contre la science est un peu préoccupant. Je pense aussi que la décarbonation, par contre, c'est quand même un point important. Et je pense que c'est important pour nos enfants, c'est important pour l'humanité et ça n'a pas que des vertus, encore une fois, carbone. Essayer de éviter les 15 à 20 milliards d'euros d'importation qu'on a d'énergie fossile en France, les enjeux géopolitiques qui sont derrière et s'autonomiser en énergie, c'est quand même une bonne chose pour notre industrie. Tout ça, tu l'as vu un peu. C'est vrai que j'ai loupé ça, mais ce passage entre le BCG et Pierre dans alors c'est pas le cabinet du Premier ministre, mais à Matignon, indirectement sur ce qu'on appelle le SGPE, c'est ça ? Ouais. C'est quoi SGPE, l'acronyme de... Le Secrétariat Général à la Planification Écologique. Ok. Donc tu vois quand même un peu le côté long-termiste et c'est pas que des girouettes, ça passe...
Le HGPE, c'est donc une équipe qui est au niveau de Matignon, qui est en charge de la coordination de politique publique environnementale et qui a été créée pour justement faire ce qu'on appelle de la planification écologique, c'est-à-dire essayer de donner un peu de cohérence aux différentes politiques publiques environnementales, une vision un peu plus de long terme. Et en même temps, aider notamment les cabinets du Premier ministre à instruire des dossiers qui touchent à l'environnement, parce que généralement, Bercy va avoir une opinion, ministère de l'Agriculture en a une autre, ministère de l'Écologie en a une autre, Industrie, et tout ça monte au niveau des conseils du Matignon, et il faut quand même un peu instruire ces dossiers. Donc c'est à la fois une vision un peu de long terme et une vision un peu de court terme. Effectivement, cette vision de long terme, il faut la garder. Alors même que, moi j'ai vu 4 premiers ministres, donc en un an, donc les aléas politiques arrivent assez fortement ces derniers temps. Mais oui, je pense que c'est garder ce cap, même si parfois ça vrille, c'est important. Et pour garder ce cap, revenir à des choses simples et économiquement efficaces me paraît aussi important que d'essayer de se faire des plans sur la comète très lointain, quoi. Super échange, merci, c'est très clair. En tout cas, je vois qu'on peut faire de l'or avec des briques, peut-être, si je te le souhaite en tout cas. Merci Léa Dardenne, on te suit un peu partout sur LinkedIn et puis on va suivre ton aventure avec Epir de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. À plus. À plus. Trop cool.